troisième épisode du Petit Tour. Là j'attends le train pour aller à Antibes. Alors évidemment, on espère cette fois-ci que ce sera à l'heure. Bon, apparemment cette fois-ci c'est bon, donc je vais à Antibes pour interviewer un haut gradé du judo. Enfin haut gradé, il est 5e dan, mais c'est déjà pas mal. Je suis déjà allé à Antibes pour aller voir les archives. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est certainement déjà en ligne. Ce train desservira Antibes, Cannes, Saint-Raphaël, Val-Escure, Les Arcs, Draguignan, Toulon et Marseille, notre terminus. D'ici quelques instants, nous passerons parmi vous. Bon, bien arrivé à Antibes. Il y a un joli jardin juste à côté de la gare. Donc bon, pour l'instant, j'attends 5 minutes que mon invité arrive. Et puis on va se faire l'interview tranquillement. Alors d'abord, pour l'enregistrement, j'ai besoin que vous donniez votre nom, prénom et date et lieu de naissance. 19 janvier 1941, Jean-Pierre Morato, né à Casablanca. Casablanca, Maroc. Oui. Ok. Métier de vos parents pour les statistiques. Ma mère était mécanographe à l'EDF. Mon père, militaire. D'accord. Militaire dans l'armée de terre? Je ne l'ai pas connu. Hein. D'accord, ok. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Quand est-ce que vous avez entendu parler pour la première fois de judo? Ok, alors, comme nous habitions à Casablanca, puisque j'y suis né, ma mère étant fonctionnaire, elle avait le droit tous les 2 ans à un voyage en France. Et dès l'âge de 8 ans, on est partis ensemble, avec des amis à elle, à Paris, et notamment à Saint-Mandé, où pour la première fois j'ai vu du judo en réel, puisqu'il y avait un professeur qui s'appelait Carré, Monsieur Carré. Carré, c'est comme un rectangle. D'accord. Et qui faisait une démonstration sur la place du village. Et ça m'a intéressé. J'ai demandé à ma mère de m'inscrire. Elle m'a inscrit pendant le mois où nous étions là-bas. Donc en 1949? C'était au 49 ou 50. Et en rentrant à Casa, j'ai continué tout de suite chez un professeur qui s'appelait Marissal. Alors, j'ai des très belles photos avec Marissal, je vous montrerai un jour. D'accord. Et il avait donc un club à Casablanca même? Oui, ça s'appelait le Jujutsu Club de Casablanca. Très bien. Quel était son propre professeur? À lui? Oui. Ah ben c'était, il venait de Lémesque, il venait d'Antibes. Ah d'accord, ça alors. Il était moniteur-chef d'Antibes. Et donc il avait appris ici? Ça, je ne sais pas. Je crois que oui. Et il enseignait un judo qui était très différent de celui qu'on pratique aujourd'hui? Oui, tout le monde pratiquait ce qu'on appelait la méthode Kawashi. D'accord, oui. La méthode Kawashi qui était déjà en vigueur avec les couleurs de ceinture aussi. Et donc c'était la méthode qui était fondée sur premier de jambe, deuxième de jambe, troisième de jambe, etc. Premier d'épaule, deuxième d'épaule. Voilà, ok. Qui était donc très différente de la méthode que vous avez connue plus tard. Il y avait déjà la nomenclature qui était différente, mais également les entrées. Et ça, les entrées, ça a été fait. Le judo Kodokan a été mis en exergue quand Michigami et Awazu sont arrivés. D'accord. C'était 2 Japonais qui ne parlaient pas du tout français et qui faisaient un judo à la japonaise, c'est-à-dire qu'on ne rentrait pas faisant 1, 2, 3, c'était direct. D'accord, donc le positionnement des pieds... Des pieds, de tout. Et même le kumikata? Ah, tout était différent. D'accord, ça alors. Bon, okay. C'est vrai que c'était aussi du judo, mais c'était 2 choses différentes. Ok, très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres clubs connus à Casablanca? Oui, il y avait le club de Jean Pfeffer. Et donc il avait un club à Casablanca? Son fils était un copain d'enfance. D'accord, il avait un club à Casablanca aussi? Oui, non, il était avec Collard, avec Claude Collard. Ils étaient tous les 2 professeurs avec Claude Collard au judo club de Casablanca, je crois. Est-ce qu'il y avait à cette époque-là un accès pour les élèves à une formation théorique, comme par exemple des ouvrages, des articles? Non, il n'y avait rien. Rien du tout? La seule chose qu'il y avait, ça me touchait pas. Parce que il fallait des HC, c'était pas mon truc. Vous êtes arrivé en France en quelle année? Moi, en 58. 58. Le 13 octobre 58. D'accord. Et dans quelle ville vous résidiez à ce moment-là? À Paris. À Paris.
Vous êtes descendu dans le sud quand? Pour faire mon service militaire et m'engager au Fort Carré, à l'école d'entraînement physique militaire d'Antibes, en 1er mai 60. Donc à Antibes tout de suite? Oui. Et vous êtes donc resté ensuite toujours à Antibes? Alors après, il y a eu la guerre d'Algérie. Oui. Vous avez été mobilisé? Oui, j'ai fait 3 ans en tout. Et ensuite, je n'ai pas voulu me rengager. Et je suis resté à Antibes parce que j'ai connu celle qui devait devenir ma femme. Et qui est devenue d'ailleurs. Vous avez fait donc la guerre d'Algérie? Ah oui? Ok, d'accord. Oui, j'étais dans les commandos. Commando de chasse. Donc quand vous avez fini la guerre, vous avez été démobilisé? C'était en 62. C'était en mars 62, aux accords d'Évian. Je n'ai pas été démobilisé tout de suite en Algérie, mais mon régiment est parti. Non, mon régiment a été dissous. Et moi, j'ai été muté à Mutzig. En plein hiver. Ok. En Alsace, là-haut. Ouais, je vois. L'année où il n'y avait pas de pétrole et quoi. Il y avait un froid terrible. Je m'en souviens encore. Vous avez parlé lors de votre précédente interview, aux archives donc, du Gokyo, qui était diffusé dans tous les clubs. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Est-ce qu'il y avait déjà une notion de judo Alors, je ne sais plus si c'est Kawashi ou les Japonais, ou les Wawazu et Michigami qui l'avaient fait, ça. Le Gokyo, c'est une... pour la ceinture jaune, il fallait savoir ça. Pour la ceinture orange, il fallait savoir ça. Ils avaient fait un... Je crois que ça existait déjà du temps de Kawashi, mais je ne veux pas l'affirmer. D'accord, une sorte de programme... C'est un programme. Comme un programme scolaire. Mais comme c'était fait pour chaque ceinture, je pense que Kawashi y était pour quelque chose. D'accord, et donc ça, vous l'aviez vu quand vous étiez à Casablanca? Non, à Casa, oui. D'accord, donc ça avait déjà une influence jusqu'au Maroc. Oui, tout à fait. De toute façon, l'influence venait de France, puisque les professeurs venaient de France. Ouais. Et il n'y avait pas d'ailleurs de judo marocain à proprement parler, en dehors de l'influence française? Pas à l'époque. D'accord. Les Marocains ne faisaient pas du judo, ne faisaient pas de sport. Pas de natation, pas de judo. Ils étaient très, très forts en course à pied. Mais... Est-ce que vous avez pratiqué la compétition dans vos premières années? Oui, j'étais champion du Maroc junior à l'époque. En quelle année donc? 1958, juste avant de partir. Champion du Maroc, 1958, en junior, c'est ça? En junior, oui. Et donc il n'y avait pas de catégorie de poids? Ah, pas de catégorie de poids, non. Eh ouais, c'est arrivé plus tard. Et encore, dans les juniors, on était tous à peu près du même poids. Par contre, c'est la même année où j'ai passé ma ceinture noire. Et je l'ai passé en une seule fois. J'ai marqué tous mes points d'un coup. Et là il n'y avait pas de catégorie de poids non plus. D'accord. Sauf que là, vous aviez rencontré des gens qui étaient peut-être plus âgés. Ah ben j'étais le plus jeune, bien sûr. 16 ans et demi, j'étais le plus jeune. D'accord. Et dans les clubs, justement, il n'y avait pas d'enfants ou très peu? Ça commençait, mais ce n'était pas encore la période de Madame Midan qui avait fait vraiment des cours spécifiques pour les enfants. Justement, est-ce que les compétitions ont évolué depuis cette époque, d'après votre regard? Déjà, l'arbitrage n'a plus rien à voir. D'abord, l'arbitrage se faisait moitié en français, moitié en anglais. Break pour arrêter. Aller comme en escrime. Et la terminologie japonaise était pas... C'est arrivé après. D'accord. Donc français-anglais. Et dans l'organisation des compétitions elles-mêmes, c'était moins bien organisé, disons? Je ne peux pas dire que ça soit moins bien organisé. Plus artisanal. Il y a eu une organisation qui s'est produite. Après, il y a eu des cours qui ont été faits pour les personnes qui s'occupaient des tables. C'était les professeurs qui arbitraient. D'accord. On essayait toujours que ce ne soit pas élèves quand leurs élèves travaillaient. J'ai compris. Et sur la technique en compétition en elle-même? Non, ça a terriblement évolué. Alors, je ne sais pas si c'est une évolution ou une involution, mais c'est plus pareil. Il y avait encore les prises de jambes qui étaient autorisées à cette époque. Les prises de jambes, les clés de cou. Les clés de cou, ça alors? Les clés de cou. Ok. C'est pas des prises de jambes, c'était des clés de jambes. Ouais. Alors, les armes longues, elles ont toujours existé. Qu'est-ce qui n'existe plus? Oui, ce qu'on appelait la pince de cab. C'est-à-dire, vous savez, mettre une main par terre et... Un ciseau avec les jambes. Un ciseau avec les jambes, ça existait à l'époque, ça n'existe plus. D'accord. Et puis il y en a d'autres certainement. Et donc si on arrivait à faire tomber quelqu'un avec ça, c'était hippon? À l'époque, oui. Ok. Mais attends, alors le hippon, c'était pas faire seulement tomber. Il fallait que ça soit
net. Clair et net. Ouais. Et avant, il y avait le Wasari. Ça, c'était déjà en... Non, c'était demi-point à l'époque. Ah, donc on n'utilisait pas du tout le japonais. Non, ils ont commencé après avec Wasari. Et immobilisation, au lieu de Otsaikomi. Ouais. Tout ça, c'était en français ou en anglais. On a parlé des grades. Vous avez obtenu le premier dan en 1958. Ouais. Vous êtes 5e dan maintenant, Oui. si je dis pas de bêtises. 5e dan depuis 27 quand ans que je suis 5e dan. Je sais pas, il faudrait que je reçoive. 27 ans. Donc là, on est en 2022 pratiquement. Donc ça fait depuis 95 à peu près. Oui, ça doit être ça. Ouais. En quoi le Fort Carré a influencé votre parcours de judoka? J'ai envie de dire que c'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. Moi, quand je suis arrivé au Fort Carré, engagé pour être moniteur des armées françaises, j'étais le seul, en tant qu'engagé, j'étais le seul ceinture noire. Il n'y en avait qu'un. Il devait y avoir 150 engagés, j'étais le seul. Maintenant, à 15 ans, ils sont tous ceinture noire. Hein. J'ai rencontré des gens extraordinaires comme Émile Cousinier. C'est aussi là-bas que vous avez rencontré M. Roquefoli? Ah non, Raoul, je l'ai rencontré en 1956, c'est-à-dire avant d'arriver en France. Alors, lors d'un stage, lorsque j'habitais encore Casablanca, je suis venu faire le stage de judo international de Cannes. Cannes Gallia, ça s'appelait, avec Michigami et Courtine. D'accord. Courtine était en 4e dan et Michigami était 6e dan à l'époque. Donc il y avait beaucoup de stages, de choses qui étaient déjà organisées? Non, mais celui-là c'était un stage. Alors il y avait Gessing qui venait, il y avait tous ces gens-là. C'était un stage très important à l'époque. Ok. Et donc vous êtes arrivé au Fort Carré en quelle année exactement? 1er mai 60. 1er mai 60. Et donc du 1er mai 60 jusqu'à 1962, le moment où vous avez été, où il y a eu les accords d'Évian, vous êtes resté au Fort Carré? Vous avez... Non. Parce que du 1er mai pendant 1 an et demi, j'étais au Fort Carré. Je ne sais pas quand est-ce que ça fait, jusqu'au 14 juillet de l'année d'après, je crois. Ouais. Et là, à ce moment-là, j'ai été envoyé en Algérie, jusqu'à les accords d'Évian, et ensuite Mudig. Et là, vous entraîniez les troupes? Alors, là, une fois que j'ai eu passé mes classes, où j'étais sous-officier et aide-moniteur à l'époque, j'étais évidemment mis au corps à corps, et à l'entraînement du corps à corps, et au judo. Et au judo, j'étais l'adjoint d'Émile. D'accord. Ok. Alors, vous m'avez dit qu'il y avait donc aide-moniteur, moniteur, moniteur-chef et maître d'armes. D'accord. Et donc, il y avait d'autres judokas qui avaient des grades après, une fois que vous avez connu? Ah, mais non, moi j'étais pendant toute la période où j'étais sur place, à part Cousinier, ou Birnbaum avant lui. Birnbaum, Henri donc. Ah, je ne sais plus si c'est Henri, c'est Birnbaum. Qui était 3e dan, je crois, ou 4e dan à l'époque. À part cela, je n'en ai pas connu d'autres. Le judo, il était enseigné dans l'optique de former les militaires qui puissent à leur tour former d'autres militaires. Non, je crois pas qu'on puisse voir ça comme ça. Pour être moniteur, il fallait avoir une appréhension de tous les sports. Que ce soit l'athlétisme, course à pied, lancer, tout ce qu'il y a en athlétisme. Il y avait aussi des sports très militaires comme le pentathlon moderne, le pentathlon militaire, la natation en tenue, natation militaire. Et il y avait effectivement dans les sports de combat, il y avait la lutte, le judo, le jiu-jitsu, les deux luttes, gréco-romaine et l'autre, et puis la boxe française et la boxe anglaise. Tout ça, ça se faisait par quartier tous les jours. Il y a un jour c'était ça, un jour c'était ça. Jusqu'à l'obtention du... Et à chaque fois, à la fin du cursus, il y avait un examen dans tous les domaines. Et il fallait avoir la moyenne minimum. D'accord, donc ça pouvait être éliminatoire de ne pas avoir la moyenne dans une des sections. Je me souviens, je crois que c'est ça, parce que c'est quand même il y a 50 ans, 60 ans, et comme je n'ai pas eu de problème de ce côté-là, je pense que, je ne sais pas si quelqu'un avait 9, c'est ce qui est passé quand même. Quand le judo est arrivé dans ce cycle d'enseignement, faisait partie de tous ces sports enseignés, quelle était la proportion de judo enseigné en termes de semaines par exemple? Est-ce que c'était une après-midi dans la semaine, 2 après-midi dans la semaine? C'était par heure. Par heure? C'était par heure. Alors je ne sais pas combien d'heures il y avait par semaine, je ne sais plus.
Et après, quand j'étais l'adjoint d'Émile, je faisais pratiquement que ça, plus le corps à corps. Donc, moi, je faisais plus que ça à l'époque. D'accord. Donc, j'avais une fois les officiers, une fois la section Intel, la section Intel. Donc, j'avais des cours les uns sur les autres. Et donc, vous avez enseigné au Fort Carré de quand à quand? Et bien donc, depuis 6 mois après 60, ça fait janvier 61. D'accord. Et vous avez continué après 62 ou pas du tout? Non, mais après 62, non, après 62, j'étais en Algérie et après j'ai fini. Enfin, j'ai fini. Non, j'étais officier des sports à Mudig. Mais je leur faisais faire du foot. D'accord. Et à Mudig, vous êtes resté longtemps? Non, de mars 60, c'était mars 62 à la fin de l'année, 6 mois. Ok, et donc quand vous êtes redescendu sur Antibes... Là j'étais démobilisé. Démobilisé, vous avez ouvert un club, vous avez continué d'une certaine façon? Pas tout de suite, parce que j'avais connu à l'armée le professeur de boxe français qui s'appelait Albert Vimeux. Et Albert Vimeux avait un club à Antibes. Et il m'avait demandé, comme à l'époque il cherchait des ceintures noires pour améliorer un petit peu l'image du club. Donc dès qu'il m'avait vu au Fort Carré, il m'invitait chez lui. Et j'ai continué au retour de prendre ma licence chez lui. Et donc il avait un club de boxe ici à Antibes? Non, pas de boxe. Il faisait de la boxe française au Fort Carré, pour les militaires. D'accord, ça. Mais alors. il avait un club de judo, et uniquement judo, rue Pasteur à Antibes. Rue Pasteur. D'accord. Et donc ce club, il l'avait depuis longtemps? Je sais que je l'ai toujours connu, donc il l'avait certainement avant que j'arrive sur la Côte d'Azur. Donc avant 58 avant 60, moi je suis arrivé. Ah non, sur la Côte d'Azur 60. Et ouais. 1er mai 60, alors je sais pas. Ok. Mais ça on peut le trouver dans les bouquins. Ouais, ça doit être trouvable. Ok, donc il avait un club de judo en tous les cas, intéressant. Et il faisait, au Fort Carré, il faisait surtout boxe? Il était spécialiste dans la boxe. D'accord. Et donc pas lui... la boxe anglaise, boxe française. Française. Ouais. Ok. Et à part lui, est-ce qu'il y avait d'autres gens qui faisaient des sports de combat ou des arts martiaux? Alors, il y avait à la lutte, il y avait Dunoyer. À l'escrime, je me souviens plus de son nom. Il y avait un maître d'armes, je sais pas, je ne me rappelle plus. Vous avez vous-même ouvert un club de judo après ça, je suppose? Oui. En quelle année? C'est marrant parce que en cherchant vos affaires ce matin, j'ai trouvé le ruban coupé. Alors, je l'ai marqué dessus, mais je vous le dirai tout à l'heure. Ok. Et c'était où ça, ce club? Rue Fersen. Fersen. Rue Fersen à Antibes. À Antibes. Le nom du club? Ça s'appelait le Judo Club Fersen. Judo Club Fersen. Qui est devenu ensuite Judo Club d'Antibes. Avec d'autres points de chute, disons. Parce que des succursales. Des succursales. Pas vraiment des succursales, oui, si on veut. Les professeurs qui s'en sont occupés, qui étaient deux gars extraordinaires, qui s'appelaient Walter Cardinali et Joseph Baltrando, ont bien fait évoluer le judo sur Antibes. Et ils ont ouvert des petites salles un peu partout, notamment pour les écoles. D'accord. Voilà. Et donc ça, c'était... Alors, du coup, un jour, ils ont décidé de ne plus appeler ça le Judo Club Fersen, mais d'appeler ça le Judo Club d'Antibes. Je vois que vous avez été professeur à partir de 1968, d'après la date que vous avez donnée aux archives départementales. Ça doit être ça, ouais. En 68, j'ai passé mon diplôme de diplôme d'État. Donc c'était le diplôme de professeur de judo et méthode de combat assimilée, c'est ça? Il est beaucoup plus long que ça. Oui, je sais. Judo, jujitsu, karaté oui, il y avait karaté. Et discipline assimilée. Ouais, d'accord. Oui, c'était le seul diplôme qu'il y avait à l'époque, en gros. Oui, alors après il y a eu le premier et le deuxième degré. Moi j'ai passé le deuxième degré. Donc là on parle du brevet d'éducateur sportif. Non, je parle du diplôme d'État. Okay. Il y a trois niveaux. Ouais. Le premier, le deuxième que j'ai, et le troisième que j'ai jamais passé. Ce club que vous avez ouvert en 68, j'ai été président fondateur. Et vous étiez aussi professeur à l'intérieur? Oui, bien sûr. Fondateur, très bien. Et vous l'avez gardé jusqu'à quelle année, ce club? Je crois que je ne l'ai jamais quitté, j'ai toujours pris ma licence là-bas. Donc je suis toujours licencié là-bas. Bon. Il existe toujours. Il existe toujours, le club, bien sûr. Et maintenant, ce sont d'autres professeurs qui Non, il y a toujours Walter Cardinali et d'autres professeurs
Et Walter était un de vos élèves? Non, il était élève de Pinatel. Pinatel, Daniel, c'est ça? Daniel. Donc il y a toujours eu 2 professeurs en gros là-bas. Vous, dans un premier temps, et puis très vite. Au départ, oui, ils étaient 2, oui. Ok. Mais par contre, il y avait des cours pour les enfants, puis adultes, etc. D'accord. Alors justement, vous évoquez un point intéressant à propos des cours sur les enfants. Vous m'aviez dit tout à l'heure que c'est à partir de M. Midan que la mode a commencé de mettre des enfants dans les clubs. Bernard Midan qui venait aussi de l'EMESC en 1943, je crois. Ça, c'est à vérifier encore, mais on les a sur les bouquins. Et il habitait à Lyon. Non, il a eu une plage à Jean-Lépin. D'accord. Une plage privée. Ouais. Et avec ça, l'hiver, il était à Lyon. Et il a ouvert sa salle de judo à Lyon. Et c'est là qu'il a eu l'idée de faire des cours pour enfants. Bon, disons que déjà à l'époque, les cadets, les juniors commençaient à faire du judo. Mais lui, il a fait à partir de 5 ans, 6 ans, 7 ans. D'accord. Ça a été le premier à faire ça. Et quand il est arrivé sur la côte, il a été CTI et CTR et CTI, conseiller technique régional et interrégion. Et c'est là qu'il a développé ça. Tout en étant président du collège de Saint-Honoir des Alpes-Maritimes. D'accord. Et qui était le président à l'époque, justement? De la Ligue, ouais. C'était Paul Parent. Paul Parent, d'accord. Donc Paul Parent était président de la Ligue. De la Ligue Sud-Est. La Ligue Côte d'Azur. Ok, Ligue Côte d'Azur. On a parlé un petit peu du judo pour les enfants et donc effectivement ça a commencé dans ces années-là, 68, 70, petit à petit. Et à part Monsieur Midan, est-ce qu'il y avait des grands pontes du judo pour les enfants? Est-ce qu'il y avait d'autres gens qui développaient ça? À partir de ce moment-là, tous les professeurs ils ont bien vu. Alors je vais dire des bêtises. Oui, ils ont vu que c'était rentable. Voilà, on va dire ça comme ça. J'ai bien compris. En karaté, ça a été le même phénomène. Ouais. C'est normal, hein. Ouais. Mais je suis pas sûr. Je suis pas certain que ce soit une bonne chose parce que, arrivé à un certain moment, les gamins. Je prends l'exemple d'un gamin qui commence à 6 ans. Il fait 6 ans de judo. Il arrive à 12 ans. Ça lui fait déjà 6 ans. Il arrive un petit gamin un peu plus fort que lui, un peu plus, voilà, au même âge, mais un petit peu plus grand, et qui le met par terre. Il doit être complètement écœuré. Ah ouais. Moi, j'ai 6 ans de judo, je ne fais que ça, je pense qu'à ça, je me fais avoir. Alors, il y a ça d'une part. Ensuite, il y a les études. Ça, c'est au-dessus. À partir du brevet, le brevet encore, ça passe. Mais dès qu'ils arrivent au bac, c'est fini. Ils arrêtent le judo. Donc, il y a un turnover terrible chez les gamins. Qu'on ne devrait pas avoir. Et donc ça vient du fait en partie qu'il y a trop de gamins qui commencent trop tôt. Oui. Alors, on n'a qu'à regarder chez les champions qui ont commencé très jeunes, il n'y en a pas beaucoup. Hein. D'accord, ouais. Je sais plus, je lisais ce matin, je ne sais plus qui c'est, je sais plus. Il y a un gars connu qui a commencé le judo à 19 ans et qui était champion olympique. Il a commencé à 19 ans. Alors vous avez parlé du fait qu'un autre enfant plus grand pourrait facilement projeter un plus petit, même s'il a fait 6 ans de judo. Est-ce qu'il n'y a pas une prédominance du parce physique? que dans le judo, il y a beaucoup de techniques, surtout à l'époque où il n'y avait pas de catégorie de poids. Là, pour les gamins, un peu plus de force, un peu plus grand, et la technique, on lui fait faire un peu n'importe quoi et il tombe. D'accord. Donc il y a une prédominance du physique sur la technique? Oui. Ok, et donc il y a eu une période où les catégories de poids n'étaient pas forcément... il y a eu une discussion à propos des catégories de poids. Il y a eu des bagarres, des discussions. Et donc il y avait, d'après ce que j'ai compris, j'ai pas bien saisi l'affaire, il y avait 2 équipes. Il y avait une équipe de gens qui disaient il faut surtout pas mettre en place des catégories de poids parce que le judo est universel et on doit pouvoir se débrouiller contre n'importe quel gabarit. Et une autre équipe qui disait que c'était une aberration qu'un mec qui fait 2 mètres pour 130 kg comme pourtant, il y a un Bernard Pariset qui faisait 70 kg, il a battu un jour Gessing. Ouais. Il faisait 2 mètres de haut. Mais ça a l'air d'être un cas exceptionnel. Ouais, mais il y en a comme ça, hein. Il y en a d'autres. Hein. D'accord. Mais des Gessing, il n'y en avait pas 50. Hein. Ouais, c'est vrai. Et donc, il y avait comme ça une discussion à une époque. Alors, j'ai bien saisi si c'était le collège des ceintures noires et la fédération. Alors, le collège était contre. Le collège était... Moi, j'ai été collège au départ. Et au collège, on ne voulait pas de
de catégorie de poids, et on ne voulait pas tous ces changements qu'il y a eu. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup une immobilisation à l'époque, c'était 30 secondes. Pour faire plaisir à la télévision, ils l'ont descendu à 25 secondes. Pas normal. Où on fait, pourquoi? Bon, maintenant tout le monde le sait. Où on a oublié qu'à l'époque c'était 30 secondes. Ouais. Et plein de choses comme ça qui ont évolué dans le mauvais sens pour moi. On a parlé un petit peu de l'enseignement pour les enfants, on n'a pas encore parlé du matériel. On en a dit un mot dans la voiture en venant ici, à propos des tatamis en particulier. Ça avait l'air d'être rudimentaire le matériel à l'époque de vos débuts. Alors au début, les gamins, alors j'essaye de me retourner. Quand j'ai commencé à Saint-Mandé, je n'avais pas de kimono. D'abord, quand on dit kimono, c'est une erreur, mais à l'époque on disait kimono. Hein. On va rester là-dessus. Ouais. Vous savez pourquoi on disait kimono? Parce que ça avait des manches kimono, ouais. Hein, pour avoir de l'aisance. Hein. Le club fournissait pour l'entraînement un kimono. Et les ceintures, il y avait des barres avec toutes les ceintures de couleur. Là. On rêvait, on allait voir sur les plus foncés, voir, est-ce qu'un jour j'aurai la ceinture bleue? C'était magnifique, c'était l'arbre de Noël. Ouais. Bon, alors ensuite, tout ça s'est tombé en désuétude. Les kimonos, les judogi sont devenus accessibles. J'ai vu l'autre jour à Decathlon, ça vaut 3 fois rien. Ouais. À l'époque, ça valait très cher? Ben oui, parce que c'était pas fabriqué en France, ni en Chine, c'était amené du Japon, les premiers. Mmh. Oui, donc il fallait payer l'import, etc. C'était terrible. C'était comme ça, c'était plus cher. Et donc, en ce qui concerne le kimono, il y avait effectivement des prix très élevés. En ce qui concerne le reste du matériel, est-ce que les tatamis, par exemple, est-ce que tout ça était alors, là, on peut en parler, ça. Alors là, on peut en parler parce que les premiers, à Casa, mes premiers, je parle même pas de Paris, mais à Casa, c'était de la sciure de bois avec une bâche tendue par-dessus. Alors, de temps en temps, il fallait enlever la bâche, ratisser, installer et remettre la bâche. Mais là, au bout d'un moment, ça faisait des plis. Alors, je peux vous dire que les orteils, on en a eu quelques-uns. Hein. Ça, c'était le tapis de judo. Ça ne s'appelait pas encore un tatami. D'accord. Et puis, les tatamis sont arrivés en paille. 4 mètres sur 2 mètres, c'est des grands trucs. Et puis après ça a disparu et maintenant c'est en plastique. Et c'est plus souple, c'est plus agréable. Ça a été monté aussi à un temps. Il y avait des gens, des profs qui avaient mis ça sur des ressorts, comme un matelas. Il y avait plein de ressorts. Alors là, quand on tombait, ça faisait un bruit énorme, mais ça rebondissait. Tout ça, c'était une évolution. Il y avait déjà des gens qui utilisaient, je vois que maintenant, ils s'entraînent beaucoup à la musculation, aux haltères. Alors, avec les élastiques. Ça, c'est pour les champions. Maintenant, ils ont tous des bras comme mes cuisses. C'est aussi, je sais pas si c'était pas du tout le cas à l'époque. C'était pas du tout le cas à l'époque. Non. Même au centre de formation. À Antibes, non. Ok. Parce qu'il y avait une ça a commencé. Moi, j'ai vu ça pour la première fois à l'EIS, à l'école intermédiaire des sports, où ils ont une salle de gym extraordinaire. Donc à Fontainebleau. À Fontainebleau. Ils ont une salle de gym extraordinaire. Et de temps en temps, j'y vais. Ils sont là avec des trucs, des machins, des trucs énormes, avec pas beaucoup de poids. Mais c'est vrai il leur faut de la force maintenant. Pas de la force. Ok. La technique n'est pas suffisante. Et même les Japonais. Hein. Parce que les Japonais, au début, ils se sont dit on est les plus forts. Et puis ils se sont fait prendre des tannées par des Européens. Ils disent oh là là, il y a quelque chose qui ne va pas là. Ils ont cherché, ils ont trouvé qu'il fallait faire de la muscu. Et là maintenant, il y a des stages d'entraînement en dehors du judo extraordinaires. D'accord. Alors en parlant justement de l'évolution du judo, il y a une évolution qu'on n'avait pas vu venir à l'époque, c'est l'évolution de la pratique féminine. Au début, c'est vrai, au départ, moi je ne connaissais pas du tout de féminine à l'époque. La première, ça a été Criadou. Et puis la deuxième, celle qui a été plusieurs fois championne du monde, moi je ne me rappelle plus son nom. Ça me reviendra. D'accord. Et donc, dans votre propre club, puisque vous avez eu un club à Antibes, vous avez vu cette évolution? On a eu des filles qui sont venues. Elles n'ont jamais fait d'exploits. Sur la Côte d'Azur, je ne pense pas qu'il y ait des filles qui aient fait des exploits. D'accord. Ça venait plutôt de Paris et
Et d'ailleurs, peut-être, mais pas ici. Et en termes de proportion, c'était une fille pour combien de pratiquants? Au départ? Ouais. C'était une fille zéro fille pour que de filles. Au départ, il n'y avait pas de gosses, il n'y avait pas de filles, avec des adultes. Enfin, les adultes à partir de 18 ans. Et puis après, on a vu, c'est descendu, 17, 16, 15, 14, et puis après les enfants. Et ensuite, les filles. D'ailleurs, heureusement qu'on les a en ce moment, parce que c'est elles qui rapportent toutes les médailles. Ok. Et la proportion, il y a quelqu'un qui a dû le faire, ça, un jour, je ne sais pas. Alors, on a parlé un petit peu du code moral du judo sur la route. Quelle a été l'importance pour vous du code moral du judo dans l'implantation du judo en France? Est-ce que ça a beaucoup influencé les gens? C'est une grande réussite que l'on doit à Bernard Midan, une de plus. Il y a un monsieur qui s'appelait Jean Jazarin, bien avant, Jean-Lucien Jazarin. Jean-Lucien Jazarin. Jean-Lucien Jazarin, exactement. Ouais. Qui avait écrit un bouquin qui s'appelait École de vie, que vous devez avoir. Ouais. Et dans cette école de vie, il parle du Bushido, et du Bushido tel que les Japonais le pratiquent. Enfin, en tous les cas, ils le pratiquaient déjà à l'époque. Et Bernard Midan a eu l'idée, en voyant ça, de dire, mais ça c'est bien, mais c'est bon pour les adultes, c'est pas facile à comprendre. Et il a réduit tout ça à 7 maximes, et avec des mots pour les enfants. Là-dessus, on les a mis, je dis bien on, parce que je faisais partie de l'équipe. On avait un gars parmi nous, un judoka ceinture noire, qui avait fait des dessins, que l'on voit encore d'ailleurs, pour chaque maxime. Et ensuite, ça a été fait sur un support, sur du papier, sur des kakimonos, etc. Et ça a été extraordinaire. Donc, ça a été copié, pas copié, ça a été... Inspiré. Ça a inspiré tous les sports français. Le code du sportif français, c'est la même chose avec d'autres mots. D'accord. Et dans tous les clubs de France, le code moral existe. Alors, souvent, c'est un code mural. C'est-à-dire que... Je vois bien. Malheureusement, on le lit, mais on ne le pratique pas. C'est de mauvaise langue de dire ça, mais ça existe. Et ensuite, ça a été copié en Europe, et même aux États-Unis. Donc ce code moral, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et grâce à ce code moral, a fait obtenir à Bernard Midan et à Paul Parent, qui était président d'Ali, une distinction par... une grande distinction par... je ne sais plus qui c'est. Ça me reviendra aussi. Le ministère des Sports? Ah non, plus que ça. C'était un truc international. D'accord, ok. Alors, on est dans la partie philosophie et j'ai une question à propos de l'application réelle du judo. Est-ce que vous pensez que le judo qu'on enseigne ou qu'on doit enseigner doit avoir une application self-défense, ce genre de choses? Alors pour moi, le judo n'est pas... D'abord, le judo n'est pas un art martial. Le jujitsu est un art martial. Le judo, tel que Jigoro Kano l'a créé, alors, il faudrait retourner plus en avant. Comment a fait Kano pour créer son judo? D'abord, il était chiclette comme ça. Il se faisait prendre des baffes par ses copains à l'école. Un jour, il en a eu marre. Il est allé dans des clubs différents de sports de combat à l'époque, dont le jujitsu, mais d'autres encore. Et il a décidé d'en faire non seulement un sport athlétique, mais d'en faire aussi un sport mental, d'utilisation mentale. Et il y a deux maximes qui c'est... je vous les donnerai après. Jita Kyoei et voilà, Shizuku Izanyo. Okay. Vous les connaissez. Ouais. Et donc effectivement, c'est avant tout un sport, mais ma question se tourne plutôt autour de l'application pratique de ce sport. Est-ce que c'est possible? Oui, alors j'y viens. Quand il n'y a pas le même poids, quand il n'y a pas les mêmes forces, on ne peut pas dire que... Alors c'est vrai que... Mais par contre, normalement, lorsque les clubs font faire du judo, ils doivent aussi avoir une section jujitsu. Alors, le jujitsu est arrivé avant le judo. Mais maintenant, disons que les clubs de judo font faire du jujitsu.
Là, le jiu-jitsu, c'est différent. Là, je peux vous dire pour le jiu-jitsu que c'est plus efficace que le judo pour se défendre. D'accord. C'est ça la question. Ok. Donc cet aspect pratique est relégué à la partie jiu-jitsu plutôt. Oui. Okay. Parce que le judo normalement, c'est pas fait pour se faire mal. C'est fait pour vaincre l'adversaire, mais sans lui faire mal. Okay. C'est pour ça que on se prend d'abord en kumikata alors que le karaté, lui, il peut se défendre le karaté avec des coups de pied, des coups de poing. Vous avez parlé du jiu-jitsu, c'est intéressant parce que ma prochaine question c'était quelles sont les relations entre judo et jiu-jitsu et comment elles ont évolué sur la Côte d'Azur. Au début, j'ai l'impression qu'il y avait on ne peut pas dire que ce soit spécifique à la Côte d'Azur. Ça a été comme une tache d'huile. C'est parti de Paris, c'est arrivé à Marseille et à Antibes. Et à partir de là, tous ceux qui étaient profs, au départ Kawashi, donnaient des ceintures, il y avait 2 couleurs de ceinture, marron et noir. Les couleurs, ça n'existait pas avant, pour les adultes. Donc le gars qui était ceinture marron, il pouvait ouvrir un club. On les appelait les champions. Et les ceintures noires étaient des experts. Et ceux-là, ils sont partis dans toute la France, et en Nouvelle-Calédonie, en Martinique, enfin partout, pour créer des clubs. Et à partir de là, ils ont fait ou ils n'ont pas fait du jiu-jitsu. Pendant un temps, au départ, ils en faisaient. Ensuite, il y a eu un blanc terrible. Et c'est seulement depuis quelques années que, grâce à Bernard Pariset et à son fils Eric, que le jiu-jitsu est redevenu un petit peu à la mode. D'accord, donc il a fallu revulgariser le jiu-jitsu. Oui, enfin revulgariser tout en le mettant avec des techniques bien spécifiques, des katas bien spécifiques. Le codifier de nouveau. Le codifier à nouveau. Ok, intéressant. Et le premier qui a fait un bouquin, c'était Kawashi, celui qu'on a vu tout à l'heure. Oui, il y avait le bouquin de self-défense dans lequel il y avait un peu plus de jiu-jitsu. Ah ben c'était que ça. D'accord. C'était que ça. Alors justement, en parlant d'autres arts martiaux, est-ce que je sais que le karaté a rejoint la FFJDA en 1960, plus tard le kendo et d'autres arts martiaux. Est-ce que ça a influencé votre parcours en quoi que ce soit? Non, parce que on a de très bons rapports avec le karaté et surtout avec la lutte d'ailleurs. Parce qu'au départ, le judo était dans la lutte, un satellite de la lutte. Et puis un jour, on a voulu prendre notre indépendance et ils ont été super sympas parce qu'ils nous ont aidés. Moi, je sais que quand j'étais maître des cérémonies au Kakami-Biraki à Paris National, quand j'avais besoin d'un tapis de lutte, c'est bien spécifique, mais viens le prendre, c'est à toi. Ça a toujours été comme des frères. D'accord. Et est-ce que ça vous a motivé le fait que dans la Fédération française de judo, il y ait d'autres arts martiaux? Est-ce que ça vous a permis de pratiquer d'autres choses? Le kendo, par exemple? Non, par contre, j'ai fait taiki. Taiki? Aikido. Aikido. Ouais. Je fais d'aïkido un petit peu. Est-ce que vous pensez que moi, sur la... J'aime bien l'aïkido. Alors là, l'aïkido, parce que quand on les voit faire, on dit « Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort celui-là !» Je voudrais bien voir en temps réel, enfin en temps... Ah, on revient aux applications pratiques. Ça me paraît... Alors, c'est vrai qu'il y a des mouvements bien spécifiques de... Vous pensez à côté Gaeshi? De l'aïki? Ouais. Une prise de main comme ça, un dégagement, oui. Mais de là à faire ça, et pas... Non, j'y crois pas. Ok. Et donc, c'est vrai que... Mais si on dit ça à un gars qui s'appelle Daniel Jean-Pierre, qui est 6e dan ici maintenant d'aïkido, si on lui dit ça, il dit « il faut une baigne ». Et vous pensez que sur la Côte d'Azur plus précisément, ça a eu une influence, le fait que la FFJDA absorbe d'autres arts martiaux comme le karaté? Non, parce qu'ils ne s'en sortaient pas. Le kendo, c'est pareil. Il y en a combien qui font du kendo? Il y en a très peu. Donc, pour s'en sortir, c'est pas la FFJDA qui a absorbé, c'est eux qui ont demandé à être absorbés. D'accord, je vois. Moi, je vois ça comme ça. Et une fois qu'ils étaient suffisamment gros, ils ont demandé à partir. Le karaté, oui. Ouais. Et en plus de ça, le karaté, ils se sont fait en kikiné parce qu'il y avait deux karatés, le karaté machin, le karaté truc, c'était le karaté contact. Ouais. Beaucoup de choses qui sont entrées en jeu. La réglementation lors des compétitions a-t-elle évolué tout au long de votre pratique? On a parlé des prises de jambes. Oui, à l'origine, il y avait un temps, ou bien le premier hippon marqué, ou bien 2 wazari, des hippons. Mais s'il n'y avait rien de marqué, il y avait
Des prolongations? Des prolongations. Et je crois que c'est Rouget qui a été président de la fédération pendant longtemps, qui a été le premier champion du monde. Le jour de son championnat du monde, ils ont fait un temps avec un japonais, ils n'arrêtaient pas, quoi. Ils sont arrivés, ils étaient morts tous les deux. Ils sont restés 5 minutes chacun de son côté allongés pour essayer de prendre le souffle. Ça a été quelque chose d'épique. Et après, ça a évolué comment? Et ben après, non. Alors ça a évolué il y a eu plusieurs évolutions, mais les dernières, quand j'ai regardé les jeux là, alors, je crois que c'était 6 minutes, je crois, 5 ou 6. Puis il y a les filles, ils ne sont pas le même temps que les garçons. Et s'il n'y a rien de marqué, il y a une première prolongation. Et puis c'est la première prolongation, c'est encore entre parenthèses, hein, parce que je ne suis pas arbitre. Hein. Si il n'y a toujours rien de marqué, c'est ce qu'ils appellent la mort subite. C'est-à-dire que le premier, même si c'est un coca, on arrête, il a gagné. D'accord. Ok. Et par contre, à vérifier. Hein. Et en ce qui concerne la technique, est-ce que la technique pratiquée en compétition a évolué? Oui. De quelle manière? Beaucoup. Alors d'abord, déjà par la musculation, par la force, par les kumikata qui ne sont pas comme avant. Il y a beaucoup de sautémie. On en faisait à l'époque, mais il y en avait que 2 ou 3. Maintenant, il y a des trucs invraisemblables. Les gars foncent en dessous. Il faut être arbitre. Maintenant, ça ne doit pas être facile. Hein. D'accord. Et donc, il n'y a plus les prises de jambes aussi? Ça, il y a longtemps. Ça fait depuis les années 60, je crois. Les prises de coups interdites aussi. Et c'est vrai que sur les sutémies, c'est la première fois qu'on m'en parle, il y avait moins de sutémies avant. Ouais, il y avait un Yoko Sotemi qui était sur le côté, il y avait le Sotemi normal en arrière, ce qu'on appelait à l'époque la planchette japonaise. Ouais. Est-ce que vous pensez que le judo traditionnel doit évoluer vers une forme plus axée sur la compétition, ou au contraire, que le judo revienne à une sorte de tradition perdue? Ça, c'est l'éternelle question. Depuis que le collège des ceintures noires a été... là, vraiment, il a été absorbé par la Fédé. Et je sais quelque chose parce que j'en faisais partie. J'étais au comité national. Hein. Et un jour, on nous a dit, maintenant, ça suffit, vous nous coûtez tant d'argent. On n'a plus l'argent, on n'a plus les moyens de vous donner ça. Donc, on va faire une commission qui s'appellera le Conseil des ceintures noires. Et là, on a vraiment été absorbé. Et là, à l'époque, il y avait vraiment le collège qui s'occupait du mental, du moral, de tout. Et la Fédé qui s'occupait des compétitions. Et je trouvais que c'était fantastique, c'était bien comme ça. Et ça a été un gros truc. Hein. Il me semble que le Collège des ceintures noires et la FFJDA, à l'origine, étaient la même institution, mais se sont séparés justement parce qu'il y avait eu un conflit ou quelque chose comme ça. Au départ, il y avait même encore autre chose, c'était le Conseil fédéral. J'ai une carte en bas encore. Je crois que vous l'avez pris en photo. Là. Une carte qui s'appelait... C'était encore une troisième branche. Celle-là, elle a disparu complètement. C'était uniquement pour les ceintures noires. Oui, collège aussi. Hein. Ouais. Parce que collège, ça veut dire qu'ils ont la même... qui sont de la même... donc, il fallait tous être ceinture noire, au moins premier dan. Moi, je trouvais que c'était bien d'avoir le collège d'une part. Et pour en revenir à la question, est-ce que ça doit évoluer plutôt vers la tradition ou plutôt vers la compétition? La compétition, non. La compétition, c'est bien, mais toute compétition, comme c'est de plus en plus maintenant, je ne pense pas que ça fasse du bien au judo. D'accord. Et surtout au club, les pauvres. Ouais, et qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour revenir à un judo plus traditionnel, plus axé vers les... Il faut que le conseil des ceintures noires, ou enfin, ce qui était le collège avant, ait un peu plus de liberté, de valeur, le code moral n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu le collège des ceintures noires. Oui. Bon, après, chacun pense ce qu'il veut. Hein, c'est comme en politique, ça. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que disons qu'un club ne fasse pas du tout de compétition... Ah non, ça c'est pas bon non plus. C'est pas bon non plus, non, ouais. Ça existait. Ça a existé et c'est pas bon non plus parce que ils ont besoin, surtout les jeunes, ils ont besoin d'avoir c'est le chiffon rouge qui fait avancer le l'âne, quoi, ou la carotte. D'accord. Et puis de toute façon, pour passer des ceintures, il faut faire des compétitions. Ouais. Il y en a quelques-uns qui sont passés, premier dan jusqu'à 6e dan, sans compétition, uniquement en technique.
c'est une autre façon de devenir haut gradé. Alors justement, en parlant des règlements de grade, est-ce qu'il y a eu une évolution des règlements pour obtenir les grades? Est-ce qu'il faut absolument valider un certain nombre de points en compétition, plus valider les katas devant un jury? Alors, de mon temps à l'époque et même après, il fallait d'abord passer le kata. Un kata sur tous. Choisi ou imposé? Non, un qui était imposé. D'accord. Et il y avait 4 séries, il fallait faire les 4 séries. Une fois qu'on était admis au kata, on avait le droit de se présenter à la compétition. Pour être ceinture noire pleine, je veux dire, il fallait avoir 50 points en plusieurs fois ou 50 points d'un coup. C'est-à-dire qu'il c'est des poules, il y a 5 combats. Si vous gagnez les 5 combats le premier jour, c'est passe. Ok. Moi, c'est comme ça que je suis passé. D'accord. Et ainsi de suite, pareil pour tous les dan. Et il y avait des minimums de temps entre les dan pour pouvoir passer le second. Du second au troisième, etc. Pour éviter que les gens enchaînent trop vite. Voilà. Ok, très bien. Et à l'époque, le 6e dan n'était pas... Alors, le 5e dan n'était pas... Ça a été compétition à un moment, et puis après, ça n'a plus été compétition, c'était un dan technique. Qui se passait à Paris seulement, uniquement, et avec du jiu-jitsu, judo au sol, judo debout, kata, 3 katas je crois. Et donc pendant un certain temps, il fallait que cet examen-là? C'est comme ça. Ouais. Ou alors, ce qu'ils ont sorti il y a un temps, c'est ce qu'on appelait les grades techniques. C'est-à-dire que le gars ne faisait pas, le gars trop âgé, ou qui a une maladie, ou... il pouvait passer des grades techniques. Alors là, c'était un peu plus poussé en technique, mais il ne faisait pas de compétition. Mais, en principe, quand il passait un grade technique, il ne pouvait pas passer le second. C'est-à-dire que le gars qui était premier dan technique ne pouvait pas se présenter au deuxième. D'accord, intéressant. Alors, peut-être que ça a évolué depuis, mais je ne crois pas. Ok. Alors, on est dans les dernières questions. Il faut que vous me rappeliez les rôles que vous avez eus au sein de l'organisation du judo. Vous avez été président du Collège des Ceintures Noires des Alpes-Maritimes. Du Collège des Ceintures Noires des Alpes-Maritimes, oui. Ouais, pendant 3 Olympiades. De quand à quand à peu près? De 1980 jusqu'à 2000. D'accord. Est-ce que vous avez eu d'autres rôles? J'étais, à Paris, au National. J'étais au collège, j'étais président de la commission éthique et tradition. Donc dans le Collège des Ceintures Noires? Dans le Collège des Ceintures Noires. Quel était le rôle de cette commission? Justement, de faire que tous les clubs ne fassent pas que de la compétition, mais qu'ils s'occupent aussi du mental, comme on disait à l'époque, ou du moral. D'accord. Je vois aussi que vous avez été l'initiateur d'un jumelage de la ville d'Antibes avec le CNSD. Oui. En quoi ça consistait? Alors, je suis antibois. Je suis un ancien du Fort-Carré. Je connaissais le maire, je connais Leonetti. Ces 3 choses-là m'ont fait penser que... Et j'étais président de la Fédération nationale des Joinvillais de la Côte d'Azur, enfin de tout le sud-est. Ouais. Là, du coup, donc toutes ces choses-là ont fait que j'ai pensé un jour de faire un rassemblement entre... Alors, j'avais mes entrées à l'EIS, et un jour, en parlant avec un colonel, je lui ai proposé la chose, et évidemment, lui, il m'a proposé au général, moi, je l'ai proposé au maire, et ça s'est bien passé. Et la première fois, c'était en 2007. Et pour une fois, je connais bien les dates, 2007 à 2017. D'accord. Et donc, ça consistait en quoi exactement? Alors, au départ, c'était un jumelage. Là aussi, il y a un diplôme que je peux vous montrer, qui définit exactement ce que c'était. Les militaires descendaient sur la Côte d'Azur, à Antibes. Alors, la première année, ils sont descendus en vélo. On a fait un relais en 3 jours de Fontainebleau à Antibes. Ensuite, on les a reçus à Antibes et on les a reçus, logés, nourris et fait cette fête, toujours un samedi matin, sur la place de Gaulle, où ça a changé, c'est pas toujours au même endroit. Et là, c'était la remise des diplômes des moniteurs de l'année.
Et depuis, c'est toujours pareil. Alors, est-ce qu'il y a des éléments historiques importants qu'on a oublié d'évoquer sur la Côte d'Azur à propos du judo et que vous aimeriez évoquer? Des grands stages, des grandes compétitions, la venue de maîtres japonais par exemple? C'est marrant parce qu'un jour, on avait fait venir Fabien Canu, qui était le champion du monde, et dans un club à Cannes-sur-Mer. Et moi, en tant que président du collège, j'avais été le voir et puis je le connaissais. Et j'avais fait un petit discours en disant, vous voyez, mes chers amis, dans le temps jadis, pour avoir un champion du monde, il fallait faire venir un japonais. Maintenant, on les a à disposition. Et ça lui avait fait plaisir. Et puis c'est vrai. Et maintenant, on a tellement de champions, nous, en France, qu'on n'a pas besoin de vraiment... Cela dit, ça c'est en théorie. Mais dans la pratique, les Japonais ont quand même une forme de corps qu'on n'a toujours pas en France. Et qu'on n'aura jamais parce qu'on n'a pas la même morphologie. Ok. Et vous aviez parlé dans votre première interview aux archives départementales de stages internationaux à Cannes au Gallia. Oui, c'était en 1956. À l'époque, j'habitais à Casa encore. Et j'étais venu faire ce stage parce que j'étais en plein dedans, je pensais qu'à ça, je vivais que pour ça. Et c'est là que j'ai connu Raoul Flory. D'accord. Roméo de Giannini. C'était un stage donné par maître Michigami, c'est ça? Alors c'était Michigami, 6e dan, et Henri Courtine, 4e dan à l'époque. D'accord. Et comment on avait vent de ce genre de choses? C'était connu dans les clubs? Il y avait un programme? Oui, il y avait un journal certainement, une revue quelconque, où il faisait de la pub, comme aujourd'hui on en voit encore plein. Tous les étés, il y a des stages. Des stages d'été, oui. Là, en ce moment, il y a Eric Pariset, il fait un stage d'une journée à Paris pour le JT. Et ça, c'était un stage d'été qui durait un mois, c'est ça? Ah non, 15 jours. 15 jours, ok. Et à part ça, est-ce qu'il y a eu des grands événements sur la Côte d'Azur, des grandes compétitions spécifiques à ici? Alors, il y a eu le championnat du monde militaire. Alors, il y a eu les championnats de France militaires souvent au Fort-Carré. Et donc, les championnats du monde militaire, c'était en quelle année? C'était avant moi, c'était... Donc, dans les années 50-60? Début 50? Ouais, 50, 60 peut-être, oui. Et championnat de France de alors, militaire il y a eu plusieurs fois des championnats de France militaires, de lutte, vous savez, dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, dans l'hémicycle. Et le prof de Nice, on n'en a pas beaucoup parlé, on n'en a pas du tout parlé, même il y avait un prof à Nice, Robert Bogaert, qui avait ouvert... Alors lui, c'était aussi un pionnier, lui aussi. Ouais, il avait ouvert son club en 47 quand même. Absolument, vous avez raison. Vous l'avez connu? Oui, je l'ai vu. Ok, il n'avait pas un rôle... Ah ben non, il avait un rôle énorme parce que à l'époque, les professeurs, c'était des dieux. Ouais. Les premiers professeurs, c'était pas des gens qui étaient là à acheter de l'argent pour faire leur vie. C'était le professeur, c'était les maîtres, on les appelait maîtres à l'époque. Et donc lui, Monsieur Bogaert, il était bien connu dans la région. Absolument. Bogaert, Roméo, Marissal, Vimeux, beaucoup. Ok, ça marche. On a pratiquement fini. Est-ce que vous aimeriez dire un dernier mot en guise de conclusion, un conseil pour les jeunes judokas ou quelque chose comme ça? Le judo est un sport magnifique. Ça a été mon fil rouge toute ma vie. Et même si maintenant je suis un petit peu en retraite, j'y pense toujours. Et c'est bien de me faire replonger parce que vous voyez, il y a des choses que j'ai perdues. Des dates, des trucs. Bon, c'est pas grave. Non, c'est bien. Le judo, c'est un beau sport. Et pas seulement physique, mais mental. D'ailleurs, c'est tout à fait ce que voulait Jigoro Kano. Il ne voulait pas que ce soit seulement un sport de combat, mais pour avoir un physique égal à son mental. Comment ils disent les Italiens Mensana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. D'accord, je vois. Très bien. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie en tous les cas pour cette interview. Je vous en prie, ça me fait plaisir.